Hey, c'est Paul et Lorraine de Journal d'une Tatouée. On vous présente un nouveau format en mode reportage flash. Et aujourd'hui, on se focus sur le fait d'être un artiste musique à l'ère du numérique. Historiquement, les maisons de disques ont toujours eu la prédominance sur le secteur, ce qui a par ailleurs donné lieu à certains abus ontologiques de leur part. Et ceci autant sur le plan financier que de la direction artistique de leur roster. Il suffit de se rappeler de l'accueil qui a été réservé à Bohemian Rhapsody de Queen par son label EMI notamment. An epic poem. It goes on forever, 6 bloody minutes. Pity your wife if you think 6 minutes is forever. Il faut savoir que dans le monde, actuellement, il ne reste plus que les trois grands piliers de l'industrie musicale, à savoir Universal, Warner et Sony. Il aura fallu 20 ans pour que par le jeu des rachats-fusions, il ne reste plus que ces trois entités. En 2010 déjà, elles détenaient les 2/3 du marché de l'industrie musicale mondiale. Ces majors ont permis de diffuser leurs artistes grâce à leur carnet d'adresses dans tous les médias, éditer, distribuer les albums chez tous les disquaires. Le hic, c'est que face à la pression mise sur les artistes de littéralement se transformer en pompe à fric, quitte à renier leur direction artistique, de petits labels indépendants se sont créés en parallèle de l'expansion d'Internet. Si certains secteurs de la musique répondent encore aux mêmes critères qu'à l'époque, pour tout ce qui est pop, house, variétoche et autres joyeuseries du genre qu'on pourrait qualifier de musique FM, les milieux plus underground ont su profiter du développement du numérique pour court-circuiter les grosses firmes et ainsi se faire connaître grâce à leur propre label. Progressivement, on a pu noter une perte de pouvoir des majors qui jusque-là avaient un contrôle total de la chaîne de production. Donc l'écriture, l'enregistrement, la commercialisation, la promotion, le spectacle, le merchandising ou encore le management. Il y a donc eu une évolution des majors dans le financement des labels indépendants qui eux gèrent le développement d'artistes et leur proposent des projets déjà finis. La maison de disques met alors de l'argent sur la table pour permettre une meilleure commercialisation, promotion, gestion d'agenda avec le label, selon le type de contrat négocié. On parle alors souvent de contrat de distribution pour envoyer l'album en magasin et ou sur les plateformes digitales. Il suffit juste aux maisons de disques de sonder ce qui plaît au plus grand nombre à une période donnée et de proposer des contrats juteux au label. Et c'est ainsi que le rap a plié le game en France depuis des années et est devenu aussi populaire que Johnny au siècle dernier. Le mec il rage quoi. Non, je rage pas, ça va. Parlons des pourcentages que touchent les acteurs de l'industrie musicale. Alors là, on s'aventure sur un terrain qui à lui seul pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos, car comme on l'a décrit avec le déclin progressif des majors, le paysage de l'industrie musicale est passé d'une hiérarchie à tout un écosystème. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'artiste, puisque c'est uniquement de lui dont on parle dans cette vidéo, perçoit des redevances d'une moyenne allant de 5 à 15% des bénéfices tirés de l'exploitation de ses œuvres. On pourrait schématiser cela grossièrement de la manière suivante. 75% pour la maison de disques, 20% au producteur, 5% à l'artiste. Après attention, parfois une plus petite part d'un gros gâteau vaut mieux qu'une grosse part d'un plus petit gâteau. Bien sûr. Si la grande ère du CD dans les années 90 a permis de soulever des sommes colossales pour les acteurs de l'industrie musicale, et bien que celui-ci ne soit pas totalement mort, notamment par le retour du vinyle, il faut dire que majoritairement notre façon de consommer la musique s'est adaptée et c'est le streaming qui écrase tout désormais. Alors, ça a eu pour avantage de nous offrir une plus grande diversité d'artistes à écouter grâce aux playlists et suggestions en tout genre suivant nos goûts, nos aspirations du moment. En revanche, vous êtes certainement pas sans savoir que la conséquence financière pour les plus petits artistes est juste désastreuse. À l'heure actuelle, pour exemple, Spotify te paye 0,0039 centimes à partir de 30 secondes d'écoute par titre. Il faudrait donc générer 410 000 écoutes mensuelles pour atteindre un SMIC. Ce qui correspond à seulement 10% des artistes présents sur la plateforme, on va pas se mentir. Et attention, ça c'est une donnée brute, il faut retirer à ça la part de la plateforme, ou agence de distribution, celle de la maison de disques ou du label, bref, t'as compris. Allez, c'est cadeau. Rien que pour toi, quelques petits chiffres des plateformes de streaming. C'est Napster qui est en tête avec 0,016 centimes d'euros par stream. Attends quoi? Non, on parle bien de la plateforme qui a eu un procès avec Metallica parce que les gens ils téléchargeaient leur album dans les années 2000. Oui, celle-là même. Il faut croire que de perdre son procès lui a servi de leçon. En 2022, l'artiste rappeur Lorenzo a trouvé la faille en découpant son album Légende vivante en 68 pistes de plus de 30 secondes afin de générer 4 à 5 fois plus de profit par stream de son album. On peut dire que ça a vraiment pas plu.
et il s'est fait cancel ses pistes, il s'est fait annuler ses recettes et a dû remettre son album avec des pistes de durée normale. En 2022 également, on enregistre plus 6,4% sur le marché de la musique FR, avec un chiffre d'affaires total de 920 millions d'euros, dont plus de 569 millions dus au numérique. Seulement 197 millions sur le physique, 32 millions de synchronisation et 122 millions de droits voisins. On peut donc constater que le numérique domine aujourd'hui totalement le marché. On assiste à une inversion totale des pratiques en 10 ans puisqu'on est passé de 25 à 74% des ventes en numérique. Le marché a été multiplié par 4,5. Paradoxal de voir que l'industrie musicale n'a jamais été aussi prolifique quand en parallèle il n'a jamais été aussi difficile de vivre de la musique pour les artistes émergents. Mais t'avais dit que tu critiquerais pas. Oui, bah faut croire que je fais comme les hommes politiques, hein, je mens. Du coup, l'industrie musicale, ça te rappelle pas un peu quelqu'un? Pourquoi taxer les super profits quand on peut taper sur ceux qui ont le moins? C'est rigolo. Pour lutter contre les abus faits sur les artistes, un accord a été signé en 2022 entre la SCPP, le SNEP, entre autres syndicats, afin notamment de permettre une garantie de rémunération minimale pour le streaming. Il est à noter que certaines plateformes ne sont toujours pas signataires de cet accord, qui n'a donc pas une portée satisfaisante pour le moment sur ce point. Toutefois, au-delà d'une prise de conscience commune, il y a déjà un réel effort mis en place pour faire bouger les choses sur le sujet. L'accord ne vise pas tant à contraindre les plateformes que la part que se taillent les labels sur les artistes. La mesure vise ainsi à mettre en place un taux minimum de 10 à 11% de la somme versée par les plateformes aux producteurs. L'accord est disponible à la lecture et je vous mets le lien en description. Mais avec tout ça, on s'est même pas vraiment présenté. Bon, vous vous douterez aisément qu'à ma dégaine, j'écoute plus du Sam Carter que du Julien Doré. Si initialement je viens d'une carrière dans le secteur juridique, je me suis reconverti comme vidéaste. Je fais autant du reportage que de la captation live avec Lorraine, du clip, en passant par le montage gaming institutionnel. En parallèle de mon activité professionnelle, je pratique de la guitare depuis maintenant plus de la moitié de ma vie, dans des groupes de rock et de métal. Actuellement d'ailleurs, je joue ça. Ceci me permettant d'aborder le dernier point de cette vidéo et de loin le plus pragmatique. La réalité économique derrière l'activité de musicien dans des secteurs disons plus alternatifs est que c'est un milieu qui crève de faim. Heureusement que les passionnés de ce secteur passent au-dessus de leur frustration et continuent de s'acharner à se produire car le gâteau pour la plupart on ne l'a même jamais vu. Chérie, je vais faire un gâteau, t'en veux? Oui. Eh ben non. Dans les faits, en DIY, do it yourself, oui, c'est bien fait. La majeure partie des groupes de musique se déplacent pour à peine un défraiement, voire à perte, et comptent sur le merchandising financé de leur propre poche pour rentabiliser un tant soit peu les trajets. L'achat de matériel, l'enregistrement, le tournage de clips, etc. Et là, on ne parle même pas d'en vivre, hein, juste de pas perdre trop d'argent perso pour délivrer sa musique à son public. Il y a toujours la solution de l'intermittence, mais encore faut-il arriver à ces 507 heures annuelles pour cela, et le fait est qu'il y a trop de groupes pour trop peu d'organisations et de salles pour y arriver sans jouer du bal musette à côté. Ceci dans un contexte post-Covid qui a failli tuer totalement le milieu existant et pour lequel les reports de dates sont encore d'actualité. Pour ce qui est du merchandising, le fait est que le prix du textile est en train d'exploser et qu'il devient de moins en moins possible pour les groupes de marcher dessus à moins de commander au Bangladesh. Je vous mets le lien d'un reportage sur le sujet, ça va vous passer l'envie d'acheter des produits venant de là-bas dans ces conditions. Que ce soit le rap ou le métal, nous venons tous d'un milieu qui dénonce, alors arrêtons l'hypocrisie et soyons un minimum éco-responsables. Nouvelle pratique également, les salles commencent à gratter du pourcentage sur le merchandising. Vous laissez pas faire, hein, ça c'est juste pas possible. C'est la seule rentrée d'argent directe pour les artistes. Cette pratique a fait polémique grâce au chanteur du groupe britannique Monuments, lors d'un passage à Milan, qui déclare qu'ils ont littéralement perdu de l'argent sur cette date en raison des 25% de commission et 22% de TVA, soit 47% du chiffre réalisé. Si on prend en compte le coût de production,
Le groupe a donc gracieusement offert son merch ce soir-là. Pour en revenir plus spécifiquement aux salles de spectacle, nous avons avec Lorraine également pu organiser à quelques occasions des lives, ce qui nous a permis de voir l'envers du décor. Le fait est que la majeure partie des salles qui font tourner de la scène alternative sont des salles privées, donc sans réelle subvention, et qu'elles vont naturellement à ce qui va leur attirer le plus de public avec un portefeuille très limité. Jusque-là normal, car entre les frais de location de salle, les licences de débit de boissons, les stocks, factures d'électricité, etc., il faut tout rentabiliser et se dégager de quoi vivre pour les gens qui y travaillent. Donc pleure pas quand on te propose un cachet pas ouf, frérot. Tu prends ou tu prends pas. Mais très souvent, il y a des gens qui ne se payent pas, voire perdent de l'argent pour t'en donner et te permettre de briller sur scène. Outre le fait que cela limite pas mal l'accès à la scène émergente, le fait est que ces salles n'ont pas de modèle économique viable et finissent toutes petit à petit par mourir. J'ai beaucoup trop d'exemples d'endroits où j'ai pu jouer qui n'existent plus aujourd'hui. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le déclin qu'ont connu en leur temps les clubs de jazz. Alors comment tirer son épingle du jeu pour se faire connaître et vivre de sa passion au milieu de tout ça? La façon même dont les artistes produisent leur musique est en pleine mutation. Quand on sait que le taux de rétention de son public est le même pour un single que pour un album, ça fait réfléchir. Ajoutez à cela le discours de Daniel Ek en 2020, le PDG de Spotify visait à faire comprendre aux artistes: Il n'est plus possible d'enregistrer un album une fois tous les 3 ou 4 ans, en espérant que ce sera assez. La tendance est donc désormais à sortir des singles, voire des EP, de les clipper et de consacrer un gros pactole dans la sponsorisation sur les réseaux. Car oui, les réseaux sociaux ont désormais un rôle très important sur la façon dont nous consommons notre musique. Vous aurez beau faire une prod AAA digne des plus grands groupes actuels, si vous ne consacrez pas une part importante de votre investissement à promotionner votre contenu, vous allez juste passer à côté de votre public. Combien de fois je me suis senti ultra fier de ce que j'ai pu créer avec mes différents projets et constater à l'étude des statistiques à quel point l'algorithme ne le rendait pas visible auprès de ceux que ça pourrait intéresser. Pour résumer, globalement, c'est la merde. Mais ce milieu étant un milieu de passionnés, il faut s'entourer d'artistes et de professionnels du secteur, agir avec altruisme et créer un cercle vertueux d'échange et de partage. Ça finira forcément par fleurir un jour. Regardez Gojira ou encore Landmarks, pour ne citer que, ils ne sont pas arrivés là où ils en sont actuellement sur la scène internationale sans avoir eu à se battre pendant des années pour ça. Pour citer Oscar Wilde, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. On espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très vite. Oui.